j'avoue qu'en fait, ce que je retiens de mes courses maintenant à chaque fois, c'est les pires moments. C'est quand il m'est arrivé les plus grosses galères, c'est ça qui va me marquer et c'est ça que je vais retenir et ça va devenir au final les pires moments deviennent les meilleurs souvenirs, parce que putain mais c'était formidable la fois où, je me retrouve en haut du grand col ferré, il fait -6 et je me rends compte que, ma veste, j'ai pété la fermeture éclair. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure sous toutes ses formes. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, amoureux d'outdoor et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de développer leurs talents toute l'année. Pour en savoir plus, c'est sur papyrus.app, papyrus.app. Ma mission avec Les Frappés, c'est de vous inspirer à passer à l'action pour atteindre vos objectifs les plus fous, en vous faisant découvrir chaque semaine des invités exceptionnels issus d'univers variés. J'ai reçu aussi bien des champions olympiques que des sportifs amateurs, des aventurières professionnelles, des membres des forces spéciales ou encore des entrepreneurs. Tous et toutes ont fait le choix de vivre leur passion et sont pour moi des sources d'inspiration. On a en moyenne 4000 semaines sur Terre, alors autant les vivre à fond. Pour cet épisode, j'accueille Alexandre Bouchex, plus connu sous le nom de Casquette Verte. Je vous le présente en un chiffre, 10 000 km. C'est ce qu'il a parcouru en 2022, ce qui fait environ 30 km par jour. Et pourtant, Alexandre a une approche atypique de la discipline que j'aime beaucoup, il casse les codes. Les gourous de l'alimentation et des programmes d'entraînement au cordeau n'ont qu'à bien se tenir. Casquette verte, il court comme il veut, quand il veut, pour se faire plaisir avant tout et vivre un maximum d'émotions. Et le jour où lasser ses chaussures pour son run quotidien le gonflera, il passera à autre chose, avec la satisfaction d'être allé au bout de l'expérience trail. Un super échange avec un type qui dévore la vie et dont je retiens le message suivant: chacun son chemin, il n'y a pas de vérité absolue et c'est finalement ça le plus beau. Alors lancez-vous et tracez votre propre route. C'est parti, excellente écoute à vous les frappés. Eh ben écoute, bienvenue Alex sur le podcast. Hello Loïc, merci de me recevoir, chez toi et dans les oreilles de tes auditeurs. C'est un plaisir pour moi à chaque fois d'enregistrer des podcasts. Écoute, je suis super content qu'on puisse prendre le temps de faire cet épisode. Alex alias Casquette Verte, puisque je pense que il y en a peut-être un certain nombre en tout cas qui te connaissent sous cet alias sur les réseaux. On va parler trail, ultra même, plus spécifiquement. Donc écoute, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par te présenter, nous expliquer qui a été Alex avant 2014, puis j'ai cru comprendre que c'était un peu l'année transition, et qui est Alex aujourd'hui. OK, OK, alors, Alex avant 2014, Alex il est né en 1991, par un matin froid, du, 13 novembre, Ah la vache, c'est de bientôt. ah ouais, c'est bientôt là, je pense que ça sera passé, quand l'épisode sortira. Mais donc un 13 novembre, donc logiquement, je sais pas si ça porte chance ou malchance, mais il y a un peu ce délire-là. Non, je suis né dans une famille, en région parisienne, d'une famille qui était pas forcément des grands sportifs, mais plutôt avec, une mère qui aimait bien, marcher et avoir un boulot et le week-end aller se balader, pas forcément dans des coins, totalement fous en montagne ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que de marcher, 1 heure le soir dans le bois de Vincennes, 2-3 heures, dans les bois de la région parisienne, le week-end. Et un papa qui était un peu plus branché lui, nature, malgré qu'on habitait à Paris où, très régulièrement on partait, soit en Auvergne, soit dans le Jura, à la pêche, ramasser des champignons, l'hiver, faire du ski, un peu plus branché, passer du temps dehors. Avec, une grande sœur qui m'a martyrisé comme toutes les grandes sœurs, jusqu'à ce que, physiquement je puisse prendre le dessus. On va dire que les 13 premières années de ma vie, j'ai été une grosse victime et non, non et en fait, j'étais un gamin, assez hyperactif, ça c'est certain. J'aimais passer du temps dehors, j'aimais me dépenser et en fait, voilà, moi j'ai toujours vécu à 100 mètres et j'habite toujours à 100 mètres du bois de Vincennes et donc en fait, j'ai un peu grandi dans le bois de Vincennes. C'est-à-dire que moi, quand, l'école, ça se terminait, je sais plus, à 16h30 je crois à l'époque que ça sonnait, je
je rentrais même pas chez moi, j'allais directement dans le bois avec un ballon de foot, ou avec mon vélo ou avec X jusqu'à ce qu'il soit tard, jusqu'à ce que parfois la nuit tombe, je faisais des activités dehors, mais donc je passais, pas mal de temps, j'ai jamais fait du sport en club quand j'étais petit, j'ai passé pas mal de temps à faire du sport, mais du sport, voilà, plaisir, loisir, Mmh. avec des potes ou parfois tout seul. J'ai le souvenir d'avoir passé des heures et des heures à m'entraîner, à faire des jongles, que j'adorais le football, j'étais fanatique de Zizou et à répéter des centaines et des centaines de fois, je sais pas, sa roulette jusqu'à ce que ça passe et j'ai fait des roulettes à des arbres, hein, moi. Voilà, ça me dérangeait pas d'être tout seul. J'aimais bien être avec des gens, mais ça me dérangeait pas non plus d'être tout seul et j'ai toujours et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé plus tard, eu ce truc de ça me dérange pas de répéter quelque chose parce que j'aime bien que je sais qu'il faut répéter, il faut énormément faire et reproduire un geste, en tout cas en sport, pour que ça soit naturel et que ça paraisse simple et je m'en suis rendu compte, assez jeune de ça. C'était que voilà, pour être bon, pour moi le talent n'existait pas, il fallait travailler. Peut-être que c'est un truc que m'ont filé mes parents et après dans les années d'après, bah, j'ai eu, quelque chose d'assez classique, hein. J'ai fait, un baccalauréat, scientifique, option, mathématiques européennes et cinéma, voilà un bac et derrière je suis parti en école de commerce. Là, il y a eu une bascule, c'est-à-dire qu'avant l'école de commerce, je faisais donc, beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup d'années aussi de skateboard et j'avais été, sponsor même, pendant 2 ans. Où, pareil, voilà, le skateboard, il y a beaucoup d'abnégation, de résilience, parce que, voilà, pour réussir un flip ou un 3-6 flip ou une line, à Bercy, c'était, 2000 essais et se vautrer 20 fois et perdre la peau de la moitié de son dos, de ses coudes, de ses bras, des milliers de fois, avant de réussir à ce qu'elle passe une fois et donc après, il y a eu cette bascule, école de commerce, où là, c'est un peu parti totalement en vrille, on va dire. Je suis rentré dans l'école de commerce comme on traverse un ravitaillement en fin de course, alors qu'on est plutôt aux avant-postes. J'ai débarqué à l'intérieur et puis à l'intérieur, j'ai découvert tout un monde et j'ai décidé, pareil, d'aller au bout de ce monde. Je suis arrivé, assez, timide, dans cette école de commerce et j'en suis ressorti, 4 ans plus tard en étant, président du BDE et en ayant, mon meilleur kiff, c'était de prendre des salles entières, des amphis entiers où il y avait entre, je sais pas, 500 et 1000 ou 1500 étudiants et foutre le feu pendant 2 heures avec, moi et mon micro et donc voilà, c'était une belle période de ma vie, de l'aspect, sur l'aspect, associatif et rencontre de personnes qui sont devenues mes amis proches maintenant. Et ça a été une belle période de ma vie au sens où, voilà, j'ai découvert un univers et je suis allé au bout de cet univers, que je ne connaissais pas du tout, au début, on va pas dire que j'étais, le roi des boîtes de nuit, mais sincèrement en quatrième, cinquième année, enfin, il y a quand même beaucoup plus de nuits que je passais dehors que chez moi, quoi. Et c'est un entraînement d'endurance, de haute endurance parce que quand on arrive, c'est con, hein, mais les soirées étudiantes là qui commencent le mercredi soir, donc on enchaîne le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, réussir à enchaîner toutes les soirées en dormant très peu, en allant quand même en cours, en assumant le fait qu'il peut y avoir des partiels, des trucs et donc en ne foirant pas tous ces trucs-là, et en s'éclatant à côté, il y a un certain équilibre à trouver, mais en termes d'endurance, c'était déjà une sacrée épreuve. Et donc là, il y avait plus de sport à ce moment-là, hein? Oh Si putain, là, c'était le niveau zéro du si la première année d'école de commerce, je m'étais inscrit au BDS, au foot en fait de souvenir, je crois que à la mi-année, on avait abandonné sur tapis vert la saison, parce qu'en fait, on allait tous en boîte le mercredi soir et c'était le jeudi aprèm, les matchs et j'ai le souvenir qu'on avait abandonné après un 13-0, contre Polytechnique, sur une correctif 12 et on avait dit, stop, quoi. OK, OK. Et ouais. Ouais, donc tu es passé sur un autre format d'entraînement à l'endurance, les soirées, du mercredi au Exactement, dimanche. exactement et donc après l'école de commerce, je suis rentré dans le monde professionnel et quand je suis rentré dans le monde professionnel donc je me suis retrouvé avec un physique de 5 ans d'école de commerce donc je pesais un petit 83-84 kilos pour un 1,74 m on va dire. Donc j'avais du bourrelet, je me sentais pas mal dans ma peau ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avais plus du tout aucune condition physique, quand je courais après le bus,
J'étais essoufflé, je montais, 3 escaliers où, j'avais des potes qui habitaient sous les toits, sans ascenseur, bah, j'allais plus les voir, quoi. Donc j'en étais un peu arrivé là, quoi. J'étais devenu, pas flemmard, mais j'avais plus aucune condition physique, donc je voulais reprendre le sport. J'ai voulu retourner faire, mes sports d'avant, le skateboard, c'est bon, j'avais plus envie de me faire aussi mal et passer, 6 mois par terre et je me sentais pas me casser la jambe ou quoi que ce soit. Et après, je suis allé au handball parce que je voulais refaire un peu de hand. Ils m'ont dit que les entraînements, c'était, que le mardi ou le jeudi soir à partir de telle heure à telle heure et que le week-end, une fois sur 2, il fallait partir en région, aller à La Roche-sur-Yon, à Béziers, à Rodez, pour aller jouer contre une autre équipe et bon, bah, voilà, j'ai rapidement dit: «Non, c'est pas pour moi». Et il s'est trouvé qu'en fait, au boulot, il y avait un collègue, qui est toujours un collègue, qui avait, 45 ans, 3 enfants, et qui se la pétait un peu en fait à la machine à café le lundi matin. Parce que tu vois, il racontait que, bah, ce week-end, j'ai fait, 25-30 bornes, tranquille, parce que je prépare un 80 bornes, là, je crois que c'était à la Saint-Élion ou l'Écotrail, dans quelques mois. Et donc, moi, il me faisait un peu halluciner parce que voilà, ça me paraissait totalement irréel de courir ces distances-là. Tout ce que je connaissais de la course à pied, moi, c'était, qu'une fois par an sur, France 3 le dimanche matin, il y avait pas les dessins animés quand j'étais gamin, mais il y avait des mecs qui couraient pendant 2 heures et demie, dans le froid, et ça s'appelait le marathon, mais je j'avais pas conscience qu'il y avait des trucs qui existaient beaucoup plus longs. Et donc, bah, il m'a amené courir et au début, c'était atroce, j'ai vraiment pas aimé ça. C'était naze, parce que voilà, je fumais beaucoup à l'époque et puis, j'avais plus du tout de condition physique, donc j'ai le souvenir que les premières fois, je faisais 2-3 kilomètres, je disais: «Stop», je rentrais en marchant, on s'embrouillait et ça me saoulait, les baskets, je les rangeais dans un coin et je les voyais plus pendant plusieurs semaines. Et puis petit à petit, il a réussi à voilà, il a réussi à trouver en moi le fait que, je sais pas si c'est par l'orgueil ou par quoi, mais il a réussi à faire que j'y retourne. Et petit à petit, je me suis, pris un peu au jeu de me dire: «Ah bah tiens, là, tu as réussi à faire 5 kilomètres, c'est énorme, bah tiens, on va essayer de faire, 7 la prochaine fois. La prochaine fois, on essaiera de faire 8. La prochaine fois, on essaiera de 9. Tiens, tu as fait 10 kilomètres, c'est incroyable!» Ouais, Et je commençais un peu à partager ça sur les réseaux comme tous les gros beaufs qu'on a pu être pendant des années et on est encore au début, quand on commence ça, à partager notre réussite phénoménale d'avoir fait, je sais pas, 10 kilomètres en 1 heure, ou en moins d'1 heure, en 59 minutes et 58 secondes. Donc on a battu notre propre RP et donc on est très fiers de le montrer. Et je me suis un peu fait avoir par ça j'ai très rapidement, je me suis dit: «Bah, tu vas faire un semi-marathon, avec un vrai dossard, le semi-marathon de Paris, et comme ça tu pourras même peut-être le raconter, plus tard à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu sais, papy, il a fait un semi-marathon». Et puis, bah, j'ai réussi à le faire. Ça a été, très douloureux je le faisais en total, pas en dilettante, mais disons que je regardais pas les méthodes de préparation, les plannings, les programmes. Je le faisais vraiment à l'arrache. Moi, le principe de courir, c'était, prendre des baskets et puis aller courir et puis, le principe de faire un semi-marathon, bah, c'est juste de courir 21 bornes, quoi. Je me voyais pas me le préparer spécifiquement, par rapport à ça. Et une fois que j'avais fait 21, je me suis dit: «Bah, pour si tu as fait 21, tu dois bien pouvoir faire, 42». Donc, quelques mois après, je me suis fait le marathon de Paris, je crois que je fais un temps, qui est pour l'époque était, formidable. J'étais très content. Moi, j'avais fait, je sais plus 4 heures et demie des brouettes. Et derrière, une fois que j'avais fini ça, il est revenu me voir en me disant, «OK, bon, mais c'est bien, tu as découvert, ce que c'est que le semi et le marathon, tiens, maintenant je vais t'amener voir un autre délire, ça s'appelle le trail». Et là, il m'a amené faire, en fait, ma première Saint-Élion, donc de Saint-Étienne à Lyon, 75 kilomètres à peu près selon les années. 1er week-end de décembre avec généralement une météo chaotique, soit de la neige, soit de la pluie, soit du froid, soit du verglas, mais bon, il se passe toujours un truc. Pendant une nuit blanche et là, se dire voilà et je suis allé au bout, je sais plus, je crois que la première fois je mets 11 heures ou un truc comme ça et je découvre la sensation de ce que c'est que de souffrir, mais de la souffrance physique, même de la souffrance mentale sur le moment, mais je me rends compte que j'adore ça, quoi. Que, c'est une sensation, quand on arrive à aller au bout et de se rendre compte que cette souffrance, que cette envie d'arrêter, bah, finalement, c'était qu'une une information et qu'il fallait le traiter que comme tel
et qu'une fois qu'on l'a réalisé, bah, il y a un immense accomplissement. On est fiers de soi d'être allé d'une ville à une autre, enfin pour moi, c'est je vais d'un point à l'autre sur la carte météo des Vindelia, donc je me représentais ça aussi. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable, c'est pas possible normalement». J'ai des potes, ça les ça leur f voilà, ça leur ferait chier de devoir le faire en bagnole, et toi tu l'as fait en courant de nuit, et donc voilà, j'ai vécu ces premières expériences, avec, ma découverte du trail, que ça soit via des courses de 70-80 kilomètres, l'Éco-Trail, la Saint-Élion, les Templiers, où là je découvre un peu plus ce que c'est que l'ambiance trail, le fait de rentrer dans le dernier ravitaillement et qu'on te propose certes de l'eau, que toi tu es mort, mais qu'on te propose quand même des petites tartines de roquefort, et le mec il dit: «Allez mon gars, vas-y, Ah, c'est t'inquiète énorme. pas, c'est pas très loin», et donc voilà, il y a toute cette ambiance et je commence à adorer ça. Et donc ça devait être au bout d'un an et demi à peu près de pratique de course à pied, et à partir de là, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au milieu. Je me suis rendu compte qu'il y avait un monde qui existait qui s'appelait aussi, l'ultra trail, donc les très longues distances, et là j'ai été un peu, voilà, heu, j'ai été un peu, on va pas dire fanatisé, mais j'ai beaucoup observé ce que faisaient, Kylian Jornet et François Daen. Pour moi, c'était des ovnis, des total extraterrestres, au même titre qu'un an plus tôt, les gens qui faisaient des marathons étaient des extraterrestres. Bah, eux, c'était des extraterrestres, des élites qui faisaient des ultra distances, et je sais pas, je me suis passé en boucle des vidéos, de eux. Je dormais pas beaucoup, hein, déjà à l'époque, mais je traînais beaucoup sur YouTube, et il y avait quand même une grande richesse de documentaires sur la Diagonale des Fous, sur l'UTMB, et donc c'est des trucs qui me parlaient, et je me suis dit: «Bon, ben voilà, bah, vas-y, hein, tiens, quitte à essayer ce sport, tu as déjà couru 42, tu as déjà couru 80, puisque tu es déjà allé aussi loin, pourquoi pas continuer?» Et donc je me suis inscrit à mon premier er 100 km en montagne, c'était, la CCC, donc le petit UTMB. J'ai été tiré Ah au oui. sort la première année, quelques semaines plus tard, je me rappelle que je rentre de boîte de nuit, je me rappelle, c'était des planches. Je suis rentré des planches, bien ivre-caisse, en rentrant, je crois que je me suis maté des vidéos, pour pouvoir m'endormir tranquille, bah, justement de la diagonale. C'est genre ma vidéo de fond pour m'endormir, tu vois? Certains mettent de la l'ASMR, des sons, bah, moi c'était ma vidéo de Kylian, son documentaire sur la diagonale des fous, enfin une de ses participations, et j'ai dû me dire: «Bah, attends, vas-y», et je crois que c'était pendant la période d'inscription, bah, je me suis inscrit en fait dans la nuit, et j'ai dû m'inscrire entre 5 et 7 heures du mat en rentrant chez moi. Et il se trouve que là, pareil, voilà, bah, j'ai été tiré au sort, et donc je me suis retrouvé avec, ça faisait 2 ans que je courais après, à devoir aller, faire mon premier er 100 kilomètres en montagne sur l'UTMB. En plus, c'était en 2017 ça, donc la plus belle année, l'année où il y avait tous les plus grands champions. Et après derrière, bah, après mon premier er 100 kilomètres, j'avais intérêt à aimer ça parce que, 2 mois après, j'avais, la Diagonale des Fous, donc un 100 miles, avec 10 000 mètres de dénivelé, sans bâton, une des courses considérées les plus dures au monde en format ultra, sur l'île de la Réunion, donc de l'autre côté de la planète, sur une île qu'il fallait traverser, bah, en diagonale, quoi. Bah, ça m'a pas fait peur, mais juste ça m'a, voilà, motivé un petit peu plus je vais pas dire m'entraîner, mais à passer du temps à préparer mon corps, et à me préparer à être le plus apte possible à potentiellement essayer d'aller au bout de ces 2 courses-là. La première course, se passe dans la douleur, et cetera, et c'est la première fois que je cours, je sais plus, 15 heures et des brouettes, je me suis pris un orage de dingue, mais j'ai kiffé. Et la première diagonale, pareil, je me vois encore au départ à me dire: «Mais putain, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi?» Tu as 25 ans, tous tes potes, ils sont en train de commencer leur carrière professionnelle, ils bougent à Paris, ils sont en train de faire la teuf en ce moment, et toi là, tu es au départ de la diagonale des fous, tu vas partir pour 165 kilomètres, tu sais pas si ça va te prendre 30, 35, 40, 50, 60 heures. Peut-être tu jeudi soir, peut-être que tu vas terminer la course dimanche matin, tu en as aucune idée, et donc il y avait il y avait pas tellement de peur, c'était juste, je me plonge dans un truc que je ne connais pas du tout, voyons ce que ça va donner. J'ai vécu une aventure, humaine et introspective, très forte. Ça m'a mis une énorme claque en fait, je pense que cette 1re diagonale, et je l'ai refaite 2 fois depuis, enfin là 3 fois même cette année, à chaque fois j'ai pris une énorme claque avec cette course.
Mais ça m'a changé et ça s'est bien passé parce que je fais un top 100, sur ma première participation et je me dis: «Bon, bah, voilà, en plus de kiffer ce sport-là, il se trouve que, bah, tu pas l'air si mauvais pour un Parisien qui continue à faire la fête et qui fume des clopes». Là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il faut peut-être que tu persévères un petit peu dans l'ultra» et c'est ce que j'ai fait et donc ce que je fais depuis ce moment-là, voilà, c'est à peu près ça ma première diagonale, donc c'était, je pense, 2017 de souvenir. Mais donc maintenant ça fait 4-5 ans où j'ai un peu persévéré là-dedans et là, depuis 3 ans, c'est, en fait, l'ultra trail et la pratique de la course à pied, ultra et au sens quotidien du terme. Bah, c'est devenu en fait réellement mon quotidien. C'est-à-dire qu'il y a quasiment aucun jour où je fais abstraction, mais je vais courir, tous les jours entre 2 et 3 heures par jour et grosso modo, je fais entre 25 et 35 kilomètres tous les jours et je fais un ultra à peu près, par mois, à peu près sur l'année donc c'est devenu une pratique, très chronophage et qui me prend beaucoup de temps, mais c'est un temps que j'ai du plaisir à y consacrer et par contre, voilà, c'est devenu, presque un mode de vie. C'est-à-dire C'est ce que j'allais que, dire, ouais, avec ce montant horaire, c'est plus un mode de vie qu'une pratique, là. bah, c'est carrément ça, en fait. La stat qui me fait peur, moi, à chaque fois, je crois que cette année, ça va être encore plus fou, mais l'année dernière, en gros, j'avais couru 34 jours d'affilée, c'est-à-dire que tu prends un mois plus d'un mois. J'ai passé plus d'un mois, à courir, donc il y avait plus d'un 12e du temps, de ma vie que j'ai passé, à mettre un pied devant l'autre, et la stat, elle me fait peur, c'est, en gros, tous les 12 jours, j'ai couru 24 heures. Donc tous les 11-12 jours, il y a Waouh! 24 heures que j'ai passé à courir et en fait, ce qui est fou, ce qui est encore plus fou, c'est que ça me paraît, devenu totalement normal et que maintenant, en fait, c'est complètement adapté à ma vie. C'est-à-dire que, bah, là, tous les soirs, quand je rentre principalement du bureau en courant. C'est beaucoup comme ça aussi que je le fais, de manière à voilà, il faut optimiser la logistique. Bah, quand j'arrive, parfois, je sais pas, j'ai fait, 40 bornes, bah, j'arrive, je me douche et 5 minutes plus tard, je suis parti, je repars en soirée, quoi. Ou sinon même, ça m'arrive maintenant beaucoup d'aller en soirée en courant, de passer la soirée et de rentrer, il est 1-2-3 heures du mat et je rentre en courant chez moi. Donc c'est devenu même, tu vois, presque un mode de déplacement et je dis presque, Ouais. mais j'ai supprimé mon pass Navigo. J'ai plus de donc le pass Navigo, c'est OK. le pass de transport à Paris et je n'ai plus d'abonnement. Maintenant, j'ai juste quelques tickets pour y aller, le matin, mais sinon, j'en ai plus besoin en fait, je me déplace en courant, quoi. Et ça, c'est assez drôle de se dire ça que, en fait, c'était des distances qui me paraissaient totalement déjà, avant traverser Paris en métro, ça me paraissait, totalement fou. Mais maintenant, en fait, c'est même pas suffisant. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi le soir, je vais aller à Montmartre et sur Montmartre, je vais faire le hamster dans tous les sens et après je vais continuer, je vais pousser jusqu'à chez moi pour que j'ai, ce volume que j'aime bien avoir. Donc hem j'en suis là, je consacre, je sais pas, 95 même voire plus, de mes congés et de mes RTT et de dans la course à pied, dans l'ultra. Donc j'en suis là, j'en suis arrivé là dans la pratique et ça me déplaît pas et je sais que c'est quelque chose qui sera pas éternel parce que, c'est un sport, extrême, outdoor qui est quand même ultra traumatisant pour le corps. Donc déjà, là, je mets assez cher à mon corps, mais je sais que voilà, c'est pas un rythme que je pourrais tenir avec ce niveau d'implication pendant encore des années et des années. Enfin, ça pourrait être dangereux, on va dire. Donc je sais déjà que d'ici, voilà, quelques années, dès que je vais vouloir consacrer tout ce temps à autre chose, donc plutôt, tu vois, potentiellement à la construction d'une famille ou quelque chose comme ça, je raccrocherai les sandales et j'enlèverai la casquette verte et peut-être que je continuerai à courir un peu, mais avec beaucoup moins d'implication et j'aurais vécu, la vie que j'ai actuellement qui est, à la base, moi, j'étais venu pour faire un semi-marathon et maintenant je me retrouve à gagner des ultras, by UTMB, à pouvoir courir avec les gens qui sont les meilleurs de la discipline. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que, sur le dernier UTMB, sur le départ, j'irais plus vite que Kylian et que, Kylian ou Mathieu Blanchard ou, Jim, Walmsley ou Zach Miller, des mecs que je peux avoir en poster chez moi, en fait, ils m'ont redoublé juste un moment et j'ai pu courir tous les débuts de course avec eux et donc c'est assez amusant d'être parisien amateur dans ce sport
et de pouvoir toucher à ça, quoi. Ouais. C'est assez drôle. Après c'est un équilibre à trouver entre, cette pratique qui est excessive dans le bon sens du terme, moi je trouve, parce que dans l'excès, il y a plein de bonnes choses aussi. À côté, une vie, professionnelle, traditionnelle où, je suis, cadre dans une grosse société, internationale, qui fait de la communication extérieure. Mais donc, je suis en costume cravate, la journée et le soir et le week-end, je suis un ultra trailer, je suis classé comme élite et donc c'est assez drôle d'avoir ces 2 vies-là, quoi. Excellent, ouais, ouais, c'est clair. OK, donc ouais, assez incroyable effectivement comme tu disais, cette espèce de double, de double casquette pour faire un mauvais jeu de mots, mais que tu as entre, quelque part voilà quelqu'un qui travaille de manière tout à fait, classique, trentenaire, cadre, dynamique, tu vois? C'est le moins qu'on puisse dire et le soir et week-end, malgré tout quelqu'un qui, voilà, qui avale, 25-30 bornes par jour, et un ultra par mois. Hem, Tu dirais qu'il y a parce que tu expliquais que, tu vois, ta vie en école, tu l'as vécu vraiment pleinement, bon, sur d'autres aspects que le sport et là, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que tu répliques ce schéma, avec l'ultra. Tu dirais que tu as ce besoin de consommer à fond, ta vie à travers une activité qui correspond à, tu vois, la situation dans laquelle tu es à un moment donné? Ouais, en fait, je le conçois vraiment comme ça et dans à peu près tout ce que je fais, en fait. Hem, on dit, faire à l'excès, quand on dit faire à l'excès, il y a un côté péjoratif qui, moi, me plaît pas parce que en fait, faire à l'excès, c'est juste pour moi, c'est aller au bout des choses et en fait, souvent, on connaît pas, le bout des choses pour soi et en fait, il y a que en le faisant, il y a que en tentant d'aller au bout de tout qu'on se rend compte, en fait, de la réalité du bout du chemin il y a beaucoup ça dans la course à pied, mais tu l'as dans tout, en fait, tu l'as dans, tes relations avec les autres, dans, dans une vie professionnelle, pour moi, on n'atteint jamais sa limite il y a qu'en allant la chercher, qu'en la dépassant qu'on se rend compte qu'en fait elle n'existe pas et qu'elle est très certainement plus loin à chaque fois, quoi. Donc je Ouais, tu sais ce truc où, c'est comme si, voilà, je sais pas, je me mettais par terre et je sais pas pourquoi j'ai cette image et je pousse avec le bout de mes doigts, un objet et je me rends compte que je peux encore tendre mon bras ouais, un petit peu pour aller le pousser encore toujours un petit peu plus loin je pense que c'est en fait ça vient de, tu vois, justement voilà, on confond souvent ça avec, voilà, une réussite ou quelque chose qui est fait à l'excès, qui est réussi. On considère souvent que c'est du talent ou que, voilà, il est pas fait comme nous ou, elle a quelque chose en plus. Non, non, en fait, c'est juste que, dans notre mindset, dans notre façon de faire, je pense que c'est lié à notre éducation. Moi, j'ai une éducation dans laquelle on m'a toujours dit, tu pas fini comme garçon. T'es pas, au sens pas terminé, mais au sens, tu peux toujours aller beaucoup plus loin que ce que toi tu penses. Ne pense pas, ne te réduis pas à ça, parce que dans la réalité, c'est en tentant et en essayant de manière itérative que tu vas te rendre compte que tu peux tu peux te dépasser. Tu peux te dépasser dans à peu près tout. Donc c'est ce modèle que je m'applique et c'est pas une règle, c'est-à-dire que au même titre que je cours tous les jours et cetera, c'est pas quelque chose que je m'impose. C'est d'abord parce que c'est un plaisir et c'est issu d'une envie, que je fais ça et que je vais vers là. C'est pas une contrainte et si justement à l'inverse ça devenait une contrainte ou ça devait être une contrainte, je pense qu'en fait, je dirais: «Bon, ben voilà, ma limite elle est là. Si c Au moment où ça devient une contrainte, c'est que c'est ma limite et j'aurais fait le tour de ce sport et j'irai faire autre chose». mmh, Que ça soit, je sais pas, je me demande vraiment en fait, après l'école de commerce où je suis allé au bout du truc, après l'ultra trail où je suis allé au bout du truc, avant le skateboard, avant peut-être, du handball, peut-être avant, du football, je me demande, va être mon prochain truc en fait. Et ça c'est assez drôle de se dire ça quoi. C'est dans dans quel truc je vais aller au bout la prochaine fois? ouais, ouais. C'est, je sais pas, l'éducation de un ou des enfants? Est-ce que c'est du bilboquet? Est-ce que c'est de la voile? Mais tu vois, ça peut être un peu effrayant aussi pour mes proches parce qu'ils flippent, ils se disent: «Putain, mais pour un peu qu'il tombe sur un truc à la con la prochaine fois». Bon déjà, là il est tombé sur un truc, là l'ultra trail, il est tombé sur un délire, déjà bon, c'est un peu dangereux.
mais pourvu que ça soit pas un truc. Genre le skydiving ou un truc comme ça. Ouais, exactement, exactement. Ou tu sais, la plongée en apnée dans les airs, Ouais, ouais, dans les océans arctiques. c'est ça. Voilà. J'espère que le prochain truc dans lequel j'irai au bout sera quelque chose de moins, de moins risqué. Après, tous les risques se mesurent à chaque fois, mais, euh, mais non, mais donc. Euh, c'est beaucoup ça et c'est beaucoup en fait Ouais, ce petit truc qu'il y avait dans Forrest Gump. On cite tous Forrest Gump, hein, les runners, mais moi il m'avait marqué avant ce film, avant que je me mette à courir, où le mec bah, il vit 12 000 vies et de manière bah, ultra intense, que ce soit dans la guerre, dans le pratique du football américain, dans le ping-pong, dans l'éducation d'un enfant, dans les crevettes. C'est-à-dire qu'en fait voilà, on est capable de faire tout dans la vie en fait il suffit juste d'y aller. Certes on va se casser les gueules et se péter les dents on n'en meurt pas en persévérant on peut toujours tout faire, donc ça j'en suis convaincu. Et il avait cette petite phrase là quand il part courir et qu'il se fait euh, les les, euh, les côtes américaines de côte à côte dans mon souvenir. Il arrive au bout d'une baie et à un moment il se dit bah, puisque je suis déjà allé aussi loin pourquoi pas continuer quoi. Et là, j'en suis encore un petit peu là, c'est-à-dire que je sens qu'en tout cas dans le trail et dans la course à pied, je sens que j'ai pas encore du tout atteint les limites que je peux atteindre. Bah, je me dis bah, pourquoi pas continuer quoi. ouais, Et c'est pour ça là, tu vois, là on est fin 2022 et je suis en train de construire quelles sont les courses que j'ai envie de faire pour l'année prochaine. Et c'est drôle parce que j'ai beau maintenant avoir fait plein de courses plusieurs fois, il y a plein de courses où je suis en train de me dire bon bah, tiens, tu vas peut-être y retourner, te rajouter un ultra là et ultra là. Et c'est devenu en fait c'est devenu aussi simple de s'inscrire et de s'inscrire, pas forcément de le faire parce que ça l'est jamais, mais c'est devenu normal de participer à des ultras exactement comme je vais aux courses, au Franprix ou au Monoprix au bout de ma rue. C'est ouais, devenu quelque chose de normal et c'est assez intéressant en fait de me dire que quelque chose que j'ai considéré comme étant une pratique extraterrestre à une certaine époque, avec des extraterrestres et des ovnis qui le faisaient, qui étaient les gens que je suivais, me rendre compte qu'en fait, par mes propres moyens, j'étais au final capable de faire ça et de le faire aux avant-postes. Et donc, en fait, ce que je considérais comme des extraterrestres, c'en était pas du tout. C'était juste le conditionnement que j'avais qui ouais, me faisait considérer ça comme extraordinaire, alors qu'en fait, ça n'a rien d'extraordinaire à partir du moment où on essaie de le faire et au bout d'un moment, à force d'essayer, on y arrive, quoi. ouais. Donc C'est un c'est super point. Tu vois, le sujet du référentiel, c'est marrant parce que j'en parlais. J'ai fait une conférence pour une entreprise après avoir fait la PTL. Bon, là, mmh, on a mmh. parlé de la PTL, mais en fait, je faisais du sport de haut niveau avant dans un truc qui avait rien à voir avec la course. Je faisais du La judo. boxe? Ah, j'ai judo, ouais. Moi aussi j'en ai fait, Ouais, j'en ai fait. judo. Yes. Et tu sais Ah, que t'en as fait? ça c'est super bon, hein, petit aparté, Ah ouais, mais ça c'est bon le ça. judo, moi mes gamins, je vais les inscrire au judo, Ouais, très bonne parce école de la vie. parce que superbe école de la vie en termes de mentalité, et physiquement, il y a un truc que je me sers encore au quotidien et là dans l'ultra et dans le trail, c'est la chute avant. Ouais. La chute avant, savoir, moi le nombre de fois où je me retrouve, je sais pas, entre 15 et 17 km/h en descente dans les cailloux, pleine balle et pas de bol, ça tape un caillou et j'ai la tête qui part la première. Heureusement que j'ai appris Ouais. à faire des chutes avant, quoi. Donc ouais, Ouais. absolument, ça c'est un truc, ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire C'est clair. de faire un peu de Tu judo commen pour les gamins, quoi. tu commences le trail, séance de judo pour apprendre la chute Ah avant. mais Mais blague à part, tu sais que, bon, j'en ai fait vraiment longtemps donc à très bon je niveau, hein. pense ouais, ouais, bah, j'étais en groupe France pendant quelques années. OK. Ouais et du coup, en fait, je pense que c'est un excellent moyen aussi, mais sans doute tous les arts martiaux, tu vois, de travailler ton équilibre. Moi, je ne tombe absolument jamais. Alors, je fais beaucoup moins de trail que toi, mais je fais beaucoup de montagne, moyenne montagne, et dans toutes les courses que j'ai fait, les treks, etc., je tombe jamais. C'est-à-dire que même si tu vois, je mets le pied sur une pierre, ça part dessous, je glisse. Je sais pas comment je fais, mais j'ai des réflexes du judo, je pense, qui reviennent où j'arrive toujours à me récupérer, tu vois.
Donc, faites du judo. C'est un excellent entraînement croisé pour le trail. Ouais, c'est clair. Mais tout ça pour dire, donc sur cette entreprise, tu vois, on parlait de dépassement, de difficultés, de comment se challenger et du coup grandir à travers le challenge. Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est exactement ce que je leur disais, c'est-à-dire que ton référentiel évolue au fur et à mesure que tu te crées, toi, des défis qui te semblaient complètement inaccessibles. Puis en fait, une fois que tu les as fait, tu te dis, bon, bah en fait, si moi j'ai réussi à les faire, c'est que c'est faisable, donc bah, qu'est-ce que je fais ensuite, tu vois. Moi, maintenant que je prends l'exemple de la PTL, parce que c'est un peu le seul truc dont je peux parler en Mmh. ultra. Et maintenant que j'ai fait la PTL, je me dis, putain, mais en fait, 300 bornes en dormant 5 heures et demie dans la semaine, bah, c'est possible, tu vois. Donc ça vient de challenger plein de croyances que j'avais bah, sur la course à pied, sur l'endurance, sur la préparation, etc. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, non, il faut lutter contre ses propres croyances et contre les Ouais. injonctions qui nous sont faites. Et bah, dans le monde de la course à pied, moi, c'est quelque chose où bon, après, ça, c'est ma manière d'être. Je suis, on va pas dire rebelle, mais je suis très Cyrano dans la façon de faire, c'est-à-dire ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et donc, j'ai toujours aimé ne surtout pas regarder et ne surtout pas suivre les conseils, les top 3 des trucs qu'il faut absolument faire pour pouvoir réussir dans la course à pied. Les médecins disent que, les experts disent que, les spécialistes disent que. Ouais. Dès qu'une phrase commence comme ça, moi généralement je la fuis. Voilà, dans la pratique de la course à pied, il y a énormément d'injonctions oula, mais surtout pas plus de 2 marathons par an. Moi, des marathons, j'en fais 5 par semaine depuis 3 ans, quoi. Voilà. Et en fait, c'était pas un but en soi d'aller contre ces injonctions, mais au final, très souvent, ces injonctions, elles sont faites pour la grosse masse volumique. C'est des trucs très génériques et très généraux. Et en fait, sa pratique, dans tout, hein, je pense professionnel et sportif, quand on fait sur le sport, il faut l'individualiser à mort. Et une recette générique ne fonctionnera au final quasiment sur personne, étonnamment, parce qu'en fait, sur chaque personne a une façon très différente de le faire. Sur le Hmm. trail, tu vois, on a par exemple, sur l'ultra, on a une des caractéristiques et une des causes d'abandon d'ailleurs quand les gens commencent. C'est pas tellement le physique, c'est en fait surtout la mauvaise gestion de l'alimentation. Hmm. Et donc là, alors là, si tu tapes nutrition, alimentation, là tu tombes dans un gouffre d'espèces de gourous et de tarés dans le trail qui vont t'expliquer qu'il faut absolument pas manger ça, et qu'il faut manger ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et grosso modo, en fait, si tu suis les conseils, tu es sûr que tu vas aller droit dans le mur parce qu'en fait, ça va pas être la règle et la recette qui va fonctionner pour toi. Tu es obligé au final voilà, de faire du bon gros itératif, de faire du test and learn. Et ok, bon bah tiens, je vais tester si en sortant 5 heures, j'arrive en buvant de l'eau ou une autre boisson, est-ce que ça passe pour moi? Est-ce que c'est plus intéressant que je prenne du sucré, du salé? Et sur la très longue distance, tu es obligé de faire des tests à plus grande échelle. Mais ça s'individualise. Et tu as plein de gens qui, tu vois, moi, viennent me demander, ouais, bon, je dois manger quoi pour telle course, tel truc. Je dis, mais enfin, surtout, je vais même pas te donner de conseils parce que si je te dis ce que moi je fais, tu peux être sûr que si tu fais pareil toi, ça va planter. Donc, en fait, chacun a sa propre sauce. Et ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure bah, on a l'impression d'avoir des limites tout le temps, mais en Ouais. fait, c'est des limites à un instant T. Et ben, c'est la même chose à cause de ces injonctions extérieures on nous dit qu'il faut absolument, après un ultra, c'est 1 mois de repos. Putain, moi, je sais pas, l'année dernière, c'était un délire. Je fais l'ultra 01, donc un 100 miles avec 7 000 de dénivelé. Et 6 jours plus tard, je prends le départ de l'UT4M. Pareil, 180 kilomètres et 11 000 de dénivelé. Plus Ouais. tard dans l'année, j'ai fait la Diagonale des Fous. 6 jours plus tard, j'avais l'Ultra Maxi Race à Annecy. Et a priori, j'en suis pas mort. À moins que tout ça ne soit qu'un rêve. Mais a priori, j'en suis pas mort. Mais donc, il faut que. Et ça, en fait, je sais pas pourquoi on a autorisé des gens qui au final n'avaient que peu de crédit, en tout cas scientifique, à édicter des règles pour les autres. C'est un peu comme, tu vois, c'est un peu comme les hommes qui s'arrogent le droit de juger les femmes sur les moyens de contraception, tu vois. Ouais. C'est à peu près je trouve la même C'est logique clair. là-dedans, quoi. Et
Donc ça, voilà, il y a une grosse tendance, en tout cas, dans ce sport, et peut-être que dans d'autres sports c'est comme ça, mais ça, j'avais trouvé. Et donc c'est un peu un truc aussi dans lequel moi je me suis construit contre ça. Heu En me disant, bah, je vais faire abstraction, je vais très certainement me foirer, mais en me foirant, je vais apprendre. Et j'ai toujours eu besoin de mettre la main sur la plaque chaude, tu vois, pour me rendre compte qu'elle était chaude. Et en fait, j'ai fait ça, mais dans le trail, je me suis planté plein de fois, hein. La première diagonale des fous, j'y suis allé, je pensais que le trail, et l'alimentation en trail, c'était que de manger du sucré. C'est, on bouffe du sucré et ça passe, quoi. Je vais prendre des gels, des trucs là, des barres sucrées, et je vais aller au bout. Et en fait, je n'avais pas conscience qu'il fallait aussi manger du salé. Et bah, je me suis retrouvé à faire 2 malaises pendant la course, un mec, qui m'explique qu'au final, bah, c'est bien le sucré, mais le salé, c'est bien aussi. Et il me fait bouffer du fromage, du saucisson, des verres d'eau salée, pour pouvoir récupérer. Et maintenant, c'est très drôle parce qu'avec le recul, maintenant, j'ai un peu plus trouvé ma recette, mais j'en suis quasiment à l'inverse maintenant, où je mange beaucoup plus de salé en course que de sucré. OK, Et c'est, OK, donc c'est, voilà, c'est toutes ces choses qui évoluent avec l'expérience. Et ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression d'avoir, presque terminé le jeu pour l'instant. Et dans la réalité, je ne vais pas du tout l'avoir terminé. Je pense que je vais encore découvrir plein de choses, en continuant à vivre ces expériences-là. top. Par curiosité, tu pèses combien aujourd'hui? Parce que tu nous donnais ton poids quand tu étais en école, enfin à la sortie de l'école. Je serais curieux de savoir ce que Alors, ça donne aujourd'hui. j'ai complètement arrêté de me peser l'année dernière, j'ai fait de la diagonale aussi, mais la dernière fois que je me suis pesé, je pesais 61 ou 62 kilos. Ah ouais! J'étais plutôt voilà, j'étais plutôt passé dans le bas. Alors faut savoir qu'en gros, j'ai des cuisses, c'est des mastodontes. J'ai des cuisses et des mollets qui sont grosses et très musclées, donc elles pèsent un énorme poids. Mais alors à partir de au-dessus des cuisses, il y a plus rien, il y a plus de bonhomme, hein. C'est, moi tu me demandes de soulever des valises à l'aéroport, je suis en stress, hein. Je suis vraiment, j'ai un haut de corps, c'est un physique de lâche, mais ça va aussi avec ma pratique. C'est parce que je sais que, ouais, 1 kilogramme en trop, c'est bien d'avoir des gros bras, hein, mais moi, je cours pas avec mes bras, enfin, Ouais, en tout cas, pas dessus pour l'instant. Heu et avoir, des gros biscottos ou des gros pecs, ça ferait plaisir pour des photos sur Instagram, mais se trimballer 2 ou 3 kilos en plus sur de ouais, telles distances, c'est juste, en fait, s'handicaper. Et j'en avais parlé avec, un mec qui s'appelle Antoine Guillon, qui est une légende de ce sport, qui a fait, je crois, une quinzaine de fois la Diagonale des Fous. Et sur la quinzaine de fois, il a fait un podium, la moitié des fois. Et c'est un éternel, il a gagné une fois, c'est l'éternel deuxième de l'ultra trail. Je me rappelle, à la fin de la première diagonale, je lui demande des conseils justement sur est-ce qu'il faudrait que je me muscle et plein de choses. Et il me dit: «Ouh mais surtout pas». Il me dit: «Moi, ce que je fais», et tu vois, c'est un mec qui avait fait déjà, qui avait gagné la diagonale, qui me dit ça. Il me dit: «Moi, je fais un peu de jardinage». Je fais: «Quoi?» Il me fait: «Ouais, ouais, je fais pas plus». Et c'est vrai que le mec, il est sec du haut du corps. Et je l'ai souvent remarqué, c'est-à-dire qu'au départ des courses, au début, je voyais des mecs qui étaient baraques et tout, soit des militaires, soit des pompiers, hommes ou femmes, hein, mais qui étaient assez baraques et qui avaient quand même pas mal de poids sur le haut du corps. Et en fait, ça, c'est des gens qui sont certes, qui ont de la force, mais en fait, ils le payent très rapidement en ultra, parce ouais. que ça fait des kilos en trop à se trimballer. Et ça fait des masses musculaires à bouger et à alimenter. Et donc, bah, j'ai un corps un peu particulier, hein, bon, ma copine dira peut-être le contraire, mais voilà, j'ai pas un corps le haut du corps, c'est pas Apollon, hein. Et de voir tu vois, un bas qui est plutôt, musclé, même, on va dire c'est esthétique, tu vois, d'avoir des muscles un peu acérés, à certains coins, certains angles. Et le haut du corps, tu vois, j'ai limite, bah, je vois mes côtes. Et j'ai un peu de bidon parce qu'il faut quand même un petit peu de gras, quand tu pars faire de l'ultra. Mais genre, il y a zéro abdos, quoi. Le six pack, Ouais. moi, c'est le six pack de bière, quoi. C'est pas le six pack. Donc ouais, l'évolution, c'est ça. Ouais, j'ai perdu, une grosse vingtaine de kilos Ah, c'est énorme, hein. entre la fin d'école de commerce et le truc. Après, c'était pas un but en soi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Ouais, mon corps. Donc, c'était pas un but en soi. Il y a plein de gens, avec qui je parle, où, bah, mon exemple les a motivés à eux aussi, bah, ils voulaient perdre du poids et donc, à se mettre à courir et à perdre du poids. Mais, ça, il faut faire super gaffe parce que en fait,
J'ai un pote là, c'est marrant, même profil que moi, voilà, il était un petit peu, en surpoids, avec une grosse IMC à l'époque. Il s'est mis à courir et maintenant, voilà, on fait tous les ultras ensemble et il a fait un IRM il y a pas longtemps, de ses genoux et il pensait qu'il allait se faire détruire par la médecin parce que, bah, il fait, beaucoup trop de kilomètres et beaucoup de d'ultra. Il pensait qu'elle allait lui dire: «Bon, bah, vos cartilages, ils sont finis et dans 10 ans, vous êtes en fauteuil roulant». Et elle lui a dit: «Non, non, bah, écoutez, vous êtes en pleine forme, vos cartilages vont très bien. Je vois juste une petite usure, mais qui date d'il y a, 7-8 ans, est-ce que vous pouvez voir, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez eu un accident ou voilà, vous avez fait une pratique un peu particulière à cette époque-là?» Et en fait, c'est juste le moment où, il s'est rendu compte où il était en surpoids et quand il a commencé à Ah courir ouais. et donc c'était en fait ces kilos en trop qui venaient lui peser, et qui sont venus user ses cartilages à ce moment-là, mais qu'une fois qu'il avait perdu son poids, en trop, bah, en fait, même s'il avait multiplié par, je sais pas, par, 10 ou par 15, le volume d'entraînement, par rapport à cette époque-là, ben, en fait, étant donné qu'il y avait pas de surpoids et que, bah, le corps, s'était créé une mécanique, une physiologie qui faisait qu'il s'use pas tellement comme ça, bah, et en fait, il avait des traces d'un tout petit moment il y a 6 mois où il était où il y a 7 ans, où ça a duré quelques mois, où il était en surpoids et là, il l'a usé et après par la suite, en ayant perdu du poids, il l'usait plus et donc ça, Mmh. c'est aussi assez intéressant, quoi. Mmh. Et Ah incroyable, mais incroyable. il y a plein de gens comme ça et tu le vois, hein, et en trail surtout, c'est ça qui est cool, c'est que, en trail, donc là, tu vois, on parle nous un peu des avant-postes et de ce qui se passe, voilà, la Diagonale des Fous, le premier il la termine en 24 heures, mais le dernier, il la termine en 66 heures et 66 heures, je pense que c'est, je connais pas la moyenne, mais ça doit être moins de 4 km/h, donc tu peux le faire en marchant, grosso modo. Ouais, En marchant vite, mais en marchant et donc très souvent au départ des trails, tu vois des gens qui sont un peu enrobés et qui sont un peu en surpoids et c'est moi je trouve ça très impressionnant parce que c'est des gens qui se lancent des défis en fait de fou, parce qu'il faut qu'ils se les trimballent les kilos et il y a pas mal de gens voilà qui trouvent dans le trail une solution pour se découvrir soi-même, dépasser ses limites et tenter de perdre du poids et souvent ça marche plutôt bien, hein, ça affine bien quand même la course à pied. ouais, ouais, non, très clairement. Très clairement et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les gros gabarits, enfin, tu vois, moi, je le vois, je fais plutôt partie de ceux qui ont des kilos en trop à porter. Je suis avec 95 kilogrammes, 1,91 m. Ah ouais, oh ouais, Je tu te un grand format. confirme que ouais, je te confirme que je le sens au bout, enfin, assez rapidement, tu vois? Heureusement, la PTL, on n'a pas trop couru, mais tu finis par le sentir quand même. Les kilos en trop, tu le ressens après, voilà, c'est une notion de c'est aussi tu apprends avec ta morphologie et ce qui est aussi sympa entre elles, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a pas de physique type. C'est-à-dire, voilà, les basketteurs, il faut qu'ils soient grands, et ça, il y a pas de truc. En trail, quand tu regardes tous les gagnants de l'UTMB, tu as de tous les physiques. Tu as du, François Daen qui est, très grand et plutôt baraqué, même si, tout le monde est assez sec, mais très grand et baraqué. Xavier Thévenard qui est tout petit et trapu. Ouais, Kylian Jornet qui est, petit et très, très léger. Pau Capel qui est, plutôt un physique comme le mien. Tu Jim Wamsley qui va la gagner un jour, qui est une immense mais flèche, toute droite, il y a pas un pet de graisse. Donc tu as vraiment tous les types de physique, quoi. C'est assez, et c'est vrai que tu te rends compte que c'est un sport génial parce qu'en final, chacun avec ses propres recettes, ses propres méthodes peut réussir à performer ou du moins à atteindre les objectifs que lui-même se donne, donc une certaine manière de performer. Mais ouais. c'est un truc, un aspect intéressant de ce sport. Alors justement, ta recette, on n'en a pas encore parlé, tu as été assez humble là-dessus, mais il y a quelques jours, tu as gagné un 100 miles, Ouais, organisé par l'UTMB en Suède. Alors tu me dis si je le prononce mal, c'est quoi? C'est Kuhlamanen, c'est ça? exactement, tu l'as bien prononcé OK, et que donc Kuhlamanen. Donc un 100 miles que tu as gagné, et au-delà de gagner, tu as pété le record de l'épreuve. Donc qu'est-ce que ça a été la recette magique, pour arriver à faire ça? Bah, en fait, la recette magique, c'est que ça fait 7 ans que je cours et ça fait et ça fait et ça fait 3 ans que je cours tous les jours et donc là, en fait, voilà, c'est un 100 miles, donc un 165 kilomètres, en Suède, en très, très roulant. Celui-là, il a une particularité, c'est que c'est très, très plat. Il y a à peine, 2 500 m de dénivelé et en plus, ils sont que, grosso modo, au début et à la fin, donc tu as une grande partie de plat parce qu'au final, tu es très souvent au bord de la mer. Mais il a une autre particularité, c'est que, bah, c'est début novembre. Là, on a eu de la chance, il a pas fait un temps exécrable, mais généralement début novembre en Suède, il fait moche, il pleut, il Mmh. fait froid. Bon là, il faisait froid, il a un tout petit peu plu, mais ça allait et au bord de mer, ça rajoute, c'est un peu
des bâtards. C'est un peu des bâtards les organisateurs, non, parce qu'il aime bien en fait, Puer, donc Pierre en français. L'organisateur est un peu taquin, il est un peu vicelard et donc il te fait passer par des sentiers dans lesquels, il y a des passages ultra techniques où il te fait passer en bord de mer à des endroits où en fait c'est des champs de cailloux, il y a même plus de sentiers. Il met très peu de ravitaux contrairement aux autres courses. C'est-à-dire que sur Ok. une course comme la diagonale ou sur, l'UTMB, tu vas avoir, un ravito entre 8 et 15 kilomètres. Là-bas, le premier ravitaillement, il était au 24e, le deuxième au 56e, le troisième au 82e. Donc en fait, voilà, tu pars avec, si tu pars, moi j'étais parti avec 1 litre d'eau, bah, tu as 1 litre d'eau pour 24 kilomètres, puis pour 32, Wouah. puis pour encore 26. J'ai réussi à louper un ravito, moi. Donc, à un moment, je me suis retrouvé pendant 38 kilomètres avec, voilà, avec un seul litre de flotte, pleine balle. Et donc, voilà, il rajoute de la difficulté un peu au truc. Et il y a toute une ambiance voilà, avec Kula Manem, où il y a T'es un une chevalier en armure au départ, voilà, non? C'est pas chevalier en ça? armure parce qu'il y a une légende viking sur place. Il y a un chevalier en armure avec, enflammé sur un cheval qui lui-même est en armure, et tu vois, il y a une ambiance quand même et tu sens que là-bas, enfin, tu sens que l'hiver est long et qu'ils ont besoin de se raconter des histoires depuis à peu près, quelques siècles, et tu sens que voilà, qu'il y a toute une ambiance. On passe, à un endroit où c'est le seul monument d'Europe, qui a pour vocation de commémorer, la descente d'un ovni, mais c'est réel, hein, les mecs pour Sérieux? eux ouais, qui est descendu dans les années 75, 60 ouais, je crois que c'est dans les années 75 et donc il y a un monument, donc dans la nuit, on passe à côté. Ah oui, autre délire aussi de cette course, forcément, on est en Suède, début novembre, donc bah, tu vas s'il y a du soleil, bah, tu vas pas beaucoup le voir parce qu'on part à 18h. Moi, j'ai mis, 15 heures, pour faire la course. Donc je sais pas, je suis arrivé, 18-6, je suis arrivé vers 9h du mat. Bah, grosso modo, à 18h, de toute façon, ça fait déjà 2 ou 3 heures qu'il fait nuit. Ouais. Donc tu cours toute la nuit et moi, je suis arrivé, il a fait 1 heure de jour à la fin. Donc très particulier. Et pareil, ils font en fait un mode de course où on a un balisage qui est très très léger, c'est-à-dire qu'ils mettent quasiment pas de rubalise. Il y a des trails en France où tu as des rubalises quasiment toutes les 25 mètres, et donc c'est très dur de se perdre. Là-bas, il est très très léger. Il y a plein d'endroits où en fait ils mettent même pas du tout de rubalise. Il faut suivre le GR si tu veux local. Donc nous, les petites traces qu'on a en France, là, blanches et rouges sur les rochers, eux c'est des petits carrés de 5 centimètres sur 5 orange qui sont pas rétro-éclairés, donc tu les vois pas. Et donc, tout à la montre avec, moi j'avais la trace GPS dans la montre, c'est un peu comme tu as dû avoir pour la PTL. Ouais. Mais donc il y a cette particularité en plus et ouais, effectivement, bah, la course, elle s'est plutôt bien passée pour moi. Ça s'est décanté plutôt en deuxième partie de course. Je suis parti très, très vite devant. J'ai été rejoint par, un spécialiste du coin, un Norvégien et aussi par un Belge qui m'avait battu d'ailleurs sur l'UTMB, quelques mois auparavant. Donc, il y a eu une petite bataille comme ça, même si c'était une bataille à distance parce que moi j'ai couru tout le temps tout seul. Et à mi-course, j'ai réussi à rattraper le Belge qui était en première position et je lui ai dit: «Bah, je me sens bien, je vais tenter de sprinter jusqu'à la fin», enfin voilà, je suis parti fort, je suis parti très fort, on va dire, jusqu'au 50e kilomètre. Du 50 au 80, j'ai été fort mais tranquille. Ça m'a permis de rattraper le Belge et à partir du 80e, à la mi-course, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, là tu accélères» et j'ai accéléré jusqu'à la fin et c'est passé quoi et c'est passé et c'est là que tu te dis: «C'est des trucs de fou» parce que, je crois que je suis en moyenne à 5 minutes 33 du kilomètre de souvenir, donc je dois être à pas très loin de 11 kilomètres/h et ce qui est Ouais. drôle, c'est qu'au quotidien, quand je rentre du taf ou quoi, bah, parfois je vais à cette vitesse parce que je suis fatigué ou quoi et je fais 25 kilomètres et j'arrive chez moi et je suis crevé et j'ai mal aux jambes et cetera et là tu te dis: «Bon, bah, tu juste tenu 15 heures à cette allure, quoi». Ah, Et c'est fou. et c'est assez drôle quoi et quand ça se termine, tu content que ça se termine, mais tu te dis: «Bah, merde, putain, au final, ça a duré que 15 heures, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps cette aventure, quoi». Donc ça, Et donc là sur ces 15 heures, tout s'est passé vraiment, nickel ou tu as eu des phases quand même, de down, tu vois, qui ont été que tu as dû gérer? bah, étonnamment, enfin, c'est pas étonnamment, c'est cette fois-ci, j'ai eu quasiment aucun moment de moins bien. Ah ouais. C'est très rare, hein. Tu vois, 2 semaines avant, j'étais sur la diagonale des Fous, j'ai mis 35 heures, il m'est arrivé, j'ai chuté et cetera et vécu, sur mes 35 heures sur la diagonale, j'ai vécu peut-être, 15 heures de pas bien du tout, au fond du trou, à ramper et cetera. Généralement sur mes ultras, même sur les ultras où ça se passe bien, il y a toujours 1 ou 2 heures de pas bien du tout.
Et là, bah, sur 15 heures, j'ai l'impression qu'il y a eu quasiment aucun moment de moins bien. J'étais tout le Ok. temps bien, j'étais tout le temps à ma place, je me mettais pas trop dans le rouge, j'avançais comme je savais le faire. Et j'ai eu des problèmes, c'est-à-dire que j'ai loupé un ravito, donc quand tu loupes un ravito et que, bah, Ouais. voilà, bah, tu te retrouves sans flotte, quoi. J'avais pas prévu de faire, presque 40 bornes sans flotte à un moment. Hem, j'ai eu un problème avec, ma frontale, au milieu d'une forêt. La frontale qui commence, à clignoter, donc je change la batterie, je mets la deuxième batterie, la batterie, au bout de 3 minutes, ça commence à clignoter et hop, je me retrouve dans le noir, je fais: «Ouh là, là je viens d'utiliser 2 batteries, j'en ai une autre dans mon sac, si la troisième c'est pareil, bah, je vais juste en fait pas pouvoir avancer parce que parce qu'on est dans la nuit noire au milieu d'une forêt, en Suède. Et je mets la troisième batterie, elle clignote, elle commence à réduire et j'arrive, à rattraper des mecs qui étaient sur une autre course du 100 kilomètres, à courir un peu avec eux jusqu'à atteindre une ville où donc c'était un peu plus éclairé. Et coup de bol, il y avait la base vie, 5 kilomètres plus loin, donc j'ai pu aller jusqu'à la base vie, sans lumière. Et à la base vie, voilà, tu récupères des nouvelles batteries, ça se passe. Mais donc ça a été d'autres problématiques. De toute façon, un ultra, il y a toujours des problématiques Ouais. et il y a toujours de l'inattendu. Et tu auras beau, préparer, parfaitement le truc, ça ne se passera jamais comme tu l'as prévu. Il y aura Il y a toujours de l'inattendu. Il y a tellement de variables, dans ce sport qui peuvent faire que ça se passe mal, que forcément, même si tu tentes et qu'avec l'expérience, tu arrives à réduire le fait au début, sur, je sais pas, imagine que tu as, 100 fois, 100 points de «ça se passe mal». Au début, les premières fois, en fait, il y a que, tu prends 97 fois, le «ça se passe mal». Et il y en a 3 fois où ça et les 3 autres, ça s'est bien passé. Plus tu Ouais. avances et plus tu arrives à régler ces problèmes. Aujourd'hui, je considère qu'en gros, quand j'arrive sur une course, hem, j'ai 90 de la maîtrise. Après, j'en ai énormément fait pour pouvoir considérer ça, mais il y a encore 10 du truc où je ne le maîtrise pas du tout. Je maîtrisais pas là de sauter un ravito, bah, c'est de la voilà, c'est du manque d'attention, c'est pas avoir assez préparé la course en amont. Ma Petzl, bah, voilà, j'avais pas anticipé, que l'humidité pouvait faire que, ça décharge mes batteries. Ah, Et c'est ça qui s'est passé, tu Ouais, c'est penses? ça qui passait en fait. Ah ouais. J'avais juste pas, voilà, moi j'ai des Petzl. Et sur les batteries, en fait, il faut bien, si l'endroit où tu viens brancher, tu viens faire le branchement, tu le il est pas fermé hermétiquement. Bah, s'il fait humide comme là, il a pu faire humide. En plus, elles étaient dans mon dos et moi je sue comme un goré, donc elles ont pris l'humidité de la sueur, et froid, et ça a déchargé voilà, les batteries elles sont déchargées, quoi. Ok. Bon à Heu savoir ça. et ouais, c'est petite astuce. Moi, double astuce, je les mets dans une chaussette généralement pour que ça les tienne au chaud. Et donc l'autre astuce, c'est de surtout quand c'est humide, de bien les fermer hermétiquement parce que sinon, Ok. la batterie va se décharger toute seule, quoi. Non, et il y a un truc, c'est qu'il faut se rappeler qu'en fait, on court quand même pleine balle, souvent de nuit, en montée, en descente, dans des cailloux, des racines, des trucs. Là, en Suède, toutes les feuilles, elles étaient par terre. Et alors, ils ont une fâcheuse tendance à nous prendre des chemins où il y a un lit de feuilles, mais là, c'est l'auto, en fait. Parce que bah, quand tu marches sur les feuilles pleine balle la nuit, il y a des pierres et des racines en fait partout sous les Et ouais. feuilles. Et Et ouais. coup de bol, là où tu poses ton pied. Donc voilà, c'est ça, il faut l'avoir en tête, c'est que dans la course à pied et en trail, même si, avec le temps on s'améliore là-dessus, à n'importe quel moment tu peux tomber, te faire une cheville, te péter une côte, te faire une élongation de ce que tu veux. Ça peut mal se passer à n'importe quel moment. Ouais. L'UTMB quand tu pars, ou à la diagonale quand tu pars avec 2 000 personnes, tu peux trébucher, 200 mètres après le départ, parce que, il y avait quelqu'un devant toi ou quoi. Et tu vas t'exploser le genou. Et bah, alors, ton rêve, et tu avais beau avoir préparé toute la course, bah, tu t'es foiré parce que tu as loupé le trottoir, à la sortie de Chamonix, quoi. Donc Ouais. il y a tellement de choses faites pour lesquelles ça se passe mal, que tu es obligé, si tu veux bien le vivre, tu obligé, et c'est un truc que moi j'ai appris dans l'ultra parce que je suis arrivé en tant que grand anxieux, tu obligé à relativiser tous les problèmes et à te préparer que tout peut t'arriver dans la gueule parce que de toute façon il va t'arriver des énormes merdes. Et il va falloir les accepter parce que de toute Ouais. façon il va falloir vivre avec. Et ça c'est formidable, quoi.
Ouais. Tu sais à quoi je pense là en parlant de frontal et de galère? Mon départ de la PTL donc, on reçoit les sacs, on a des sacs d'allègement, il y a 2 bases vie pour les sacs d'allègement. OK. Donc on a les sacs d'allègement qu'on a la veille du départ, qu'on prépare et qu'on doit déposer le matin. Je me lève le matin de la course, donc, réveil à 6h, 6h30, le départ était à 8h30. OK. Je vérifie une dernière fois mon sac et là, tu sais, à moitié endormi, il faisait plus ou moins nuit dans la chambre et cetera, enfin et je vois une lueur dans mon sac d'allègement. Ah! Ou non, dans mon sac, dans mon sac de la PTL, même pas le sac d'allègement, tu vois? Mon sac de la PTL. Et là, je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est un reflet, d'une lumière qui passe par le volet ou je sais pas quoi. Et je dis: «Non, non, en fait, j'avais ma frontale qui s'était allumée la veille au soir dans mon sac, tu vois? Le jour du départ, putain». Classique. Classique, classique, Voilà, donc classique. le Et classique. ça m'est Donc arrivé voilà, et c'est pour maintenant ça que j'ai appris ouais, maintenant, moi, pareil, j'ai appris que, bah, j'ai voilà, ma Petzl, j'ai un petit truc que je peux débrancher, donc je peux brancher la batterie, il y a un voilà. entrefil et en fait, je débranche toujours l'entrefil entre les 2 quand je le mets dans mon sac et c'est des trucs en fait, il faut que ça se que ça soit arri ça voilà, que ça t'est arrivé une fois pour que tu puisses, Ouais. avoir cette petite astuce, derrière. Complètement. Ouais, Et mais c'est c'est très intéressant ce que tu dis, tu vois, sur par rapport aux anxieux ou aux gens. Alors, je sais pas si moi je suis anxieux, mais en tout cas, tu vois, j'aime bien tout préparer. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être en contrôle que l'inverse. Et du coup, je suis assez d'accord avec toi. Alors, bon, sur les trails ou tu vois, les treks que j'ai pu faire, donc c'est un autre rythme, mais où voilà, tu pars aussi, où tu as à gérer la météo, etc. Hem, j'avais aussi un peu du mal, tu vois, sur, punaise, il se passe quelque chose que j'avais pas prévu. Ça a impacté un peu, tu vois, la façon dont je profitais de l'événement. mmh, Et il y a pas très longtemps, je regardais une interview de, David, alors Goggins, je sais jamais comment on le prononce. Tu sais, ouais, c'est un Américain qui a été SEALs, qui a fait plein de choses, qui fait voilà qui est assez inspirant, et qui expliquait qu'en fait lui, dans les défis qu'il se crée, il attend ces moments avec impatience, tu vois. C'est-à-dire que le moment où il va se passer un truc, il attend que ça, tu vois. C'est-à-dire ça lui permet. En fait, tu te rends compte que c'est exactement comme tu as dit, à travers la gestion de ces imprévus que tu progresses, que tu apprends, que tu engranges, tu vois, mmh, des nouveaux savoirs et que tu peux quelque part t'améliorer pour la suite. Donc lui, il les attend avec impatience, tu vois. C'est-à-dire que s'il fait une course où il se passe rien, à la limite, il est déçu, tu vois. Il dit bon, bah voilà, j'ai fait une course, mais je me suis pas particulièrement amélioré pour les prochaines. Alors que si tu dois gérer la galère de la frontale, ta veste qui est trouée, tu n'avais pas fait gaffe, il pleut, la mauvaise nutrition, etc. Bah quelque part, c'est de l'expérience que tu engranges. ouais, c'est clair et ouais, j'en suis pas encore au point à me dire, il faut que j'aille provoquer l'inattendu. Tu vois? Ouais, Justement, je suis, bah, moins j'inattendu et plus c'est la preuve que j'ai réussi à les éviter et donc que j'ai acquis en expérience. Mais j'avoue qu'en fait, ce que je retiens de mes courses maintenant à chaque fois, et de toute façon même dans la vie de manière globale, c'est un peu de ça, hein. C'est moi les plus grands souvenirs que je garde, c'est les pires moments à chaque fois. C'est quand il m'est arrivé les plus grosses galères, bah, c'est ça qui va me marquer et c'est ça que je vais retenir et ça va devenir au final les pires moments deviennent les meilleurs souvenirs, ouais, parce que putain, mais c'était formidable la fois où, bah, je me retrouve en haut du Grand Col Ferré, il fait -6 et bah, je me rends compte que ma veste, j'ai pété la fermeture éclair, quoi et ça, bah, il a fallu le gérer autrement, il a fallu, je sais plus, j'avais récupéré des élastiques. Avec des élastiques, je m'étais fabriqué une sorte de truc pour pouvoir fermer le machin et voilà, c'est devenu des très bons souvenirs et effectivement tous les moments qui se passent bien, tu les effaces un peu de ton cerveau, quoi. ouais, C'est ouais. les autres moments qui vont rester marqués, quoi. Excellent. Excellent. Alex, du coup, tu disais que tu vois, tu penses que t'as pas encore, t'es pas allé encore au bout des choses dans l'univers de l'ultra. Mmh. Comment est-ce que tu conçois la suite? Bah, je vais continuer en fait, moi le format que j'aime bien, c'est ce format 100 miles, 10 000 mètres de dénivelé avec les grosses courses style UTMB, Diag et cetera. Au tout début, en fait, je m'étais toujours dit, «Allez, tu te donnes une porte de sortie qui est, le jour où tu fais top 10 à la Diag, tu arrêtes de courir». Je me le dis toujours et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je me l'étais dit en me disant: «Mais c'est totalement impossible que ça arrive» et là, le problème, c'est que je m'en rapproche, bah, faudra, soit respecter ses dires, soit tricher un peu, pour terminer 11e. Mais donc non, ouais, continuer à essayer, les formats 100 miles en continuant à essayer de toujours le mieux les maîtriser et là, bah, voilà, cette année, la diagonale, c'est ma course, c'est ma course de cœur et beh, je l'ai pas du tout maîtrisé, je me suis foiré, je me suis cassé la gueule, je mets, 10 heures de plus que ce que je pensais faire
et Ah ouais. je sais que ça va continuer à m'arriver comme ça, donc j'ai pas besoin d'aller chercher encore plus loin, Mmh. des plus grandes distances, des plus grands trucs. Je continue, je sens que j'en ai encore sous le pied pour progresser. Mais j'ai pas non plus envie, c'est pas une je suis pas dans la recherche de la performance, ça me plaît pas tellement ça et surtout je sais que, j'ai déjà fait 99 du chemin et le 1 qui me reste à faire pour pouvoir, encore m'améliorer, en fait il demande tellement de rigueur, tellement de sacrifices et cetera encore. Moi je suis dans une pratique plaisir, c'est-à-dire que je me prends pas trop la tête, je continue à faire la fête, heu je m'oblige pas, je me contrains pas dans mon entraînement à suivre un modèle, un planning. Et je sais qu'en fait, pour pouvoir atteindre les 100 de performance, enfin, pour pouvoir progresser encore et atteindre ce truc qui me sépare des tout meilleurs, ça va demander trop de sacrifices que j'ai pas envie de faire, Ouais. et je m'éclate déjà assez et putain, ouais, ce que je disais tout à l'heure, je suis parti faire un semi et au final, je gagne des 100 miles, C'est clair. à l'étranger en Suède. Les mecs, ils m'ont donné un surnom, c'était The Ghost. Parce que, je sais plus, ils estimaient que je passais tellement vite dans les ravitaux que j'étais pas existant, que j'étais un fantôme. Donc toi tu te dis, tu à la base, on avait dit juste un SMI et ça s'est transformé en ça. Tu vis déjà plus que ta meilleure vie. Ouais. Profites-en à fond, et je ressens pas le besoin d'aller chercher encore plus loin. Le seul truc qui me tente, c'est que j'irais bien faire, ce que tu as fait, donc de la très, 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 très longue distance, c'est-à-dire, on a les ultras, il y a déjà un gap entre un 100 kilomètres et un ultra pour moi, c'est pas forcément le même support et entre un ultra et les, très je sais pas comment on dit appeler ça, mais les trucs qui font en gros 250-300, 400 bornes, je pense qu'il y a encore un énorme gap et il y a un truc qui s'appelle le Thor des Géants du côté de Chamonix, que Mmh. du côté d'un pas de Chamonix, mais de l'autre côté du Mont Blanc, qui me tâte un peu, que j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien aller voir là-bas si je vais pas, découvrir la même chose que, ce que j'ai découvert quand j'ai ouvert la fenêtre sur ma première diagonale. Je pense que j'ai envie d'aller découvrir ce truc-là. Ça a l'air marrant et j'ai l'impression que les gens, pour l'instant, ils ont pas tenté de le faire en courant. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de le faire en mode résistance, mais ils ont pas tenté de le faire en essayant d'aller vraiment, vite et fort sur la première partie. Donc j'aimerais bien voir, j'en ai un peu parlé avec deux trois spécialistes, que ce soit Lucas Papi ou j'en avais parlé aussi avec Antoine Guillon une fois. Et j'avais surtout avec Lucas, je lui ai demandé: «Est-ce que tu penses que c'est possible de faire le Tour des Géants en courant, c'est-à-dire à une vitesse qui est plus proche de celle de l'UTMB?» Et il m'a dit que lui, il pensait que c'était possible. Donc j'aimerais bien voir si voilà, si j'arrive dans le jeu vidéo, on appelle ça faire un speedrun, mais à speedrun voilà, un peu, tu vois, trouver la méta, d'un Tour des Géants et de plutôt que le format traditionnel d'un Tour où les gens vont essayer d'aller, heu, pas lentement, mais d'être sage, dans leur Ouais. avancée et de mettre des blocs de sommeil et d'avoir prévu à l'avance des blocs de sommeil. Mais moi, j'aimerais bien le tenter en une autre version, qui est une version, OK, tu y vas, pleine boule, tu essayes d'avancer le plus rapidement possible et ça va craquer à un moment, mais peut-être que tu auras avancé assez vite avant pour que ton craquage, fasse que ça passe quand même plus rapidement que les gens qui Ouais. décident de le tenter en sagesse. Donc je sais pas si c'est possible. De ce qu'on me dit, je devrais le regretter, mais j'ai envie de le tenter quand même. Ça va être, ouais, dans les petites expériences que je vais faire, en tout cas avant de raccrocher la casquette, du trail et de l'ultra. Donc il OK. y a un peu de ça et après, ouais, il y a aussi tout le personnage de Casquette Verte, qui s'est créé, tu vois? J'aime pas parler de communauté, mais donc il y a plein de gens qui regardent ce que je fais, un peu, même mon quotidien et je m'en amuse et je joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il y a tout un truc qui s'est créé et je trouve que c'est un peu dommage de pas s'en servir, pas au sens où, jamais de ma vie je ferais des jeux de concours Instagram, des codes promo, des trucs comme ça parce que je suis pas là pour vendre des casquettes, quoi. Mais pourquoi pas m'en servir pour essayer de soit faire passer un message, soit pour une cause, que ça soit humanitaire ou autre. Mais, voilà, peut-être me servir de ce truc-là pour essayer de créer Mmh. quelque chose. Je suis assez inspiré par des mecs, comme, Bernard Barato, le mec, qui a eu, je vais pas dire l'opportunité, je vais dire les coronesses, de lancer le Téléthon. C'est le mec qui Ouais. avait eu, pas l'idée, il avait pris l'idée aux Américains, mais il a eu
les coronesses de les lancer en France en mettant une hypothèque sur sa baraque, en faisant du forcing auprès des chaînes de télé pour que, ils acceptent. Enfin, il leur a mis des grosses clés de bras pour qu'ils puissent faire ça. Et voilà, me dire que juste, voilà, juste avec, une envie et de la détermination, on peut faire des trucs, qui sont utiles, à tous, dans mon quotidien, que ça soit, dans mon métier, je sauve pas des vies. Quand je fais de la course à pied, j'ai un peu du mal avec le concept de courir pour. J'arrive à comprendre un petit peu, mais pour moi, je trouve ça un peu, voilà, j'ai jamais vu personne qui courait pour quelque chose et ça a réellement fait avancer les choses. Donc, moi, je me dis, une sorte de média, un outil ou un porte-voix qui est ce truc de casquette verte, heu, qui doit pouvoir me permettre voilà, de fédérer autour de quelque chose. Donc peut-être m'en servir pour aller vers un truc qui soit utile fondamentalement. Parce que voilà, je suis un Parisien, ouais, donc mon quotidien, métro boulot dodo, il fait qu'il y a un gros manque de sens profond, dans mon quotidien. Mmh. Et donc, si j'ai pas envie de péter un boulard, à 40 piges, parce que je me rends compte que ma vie elle est inutile et cetera, peut-être que voilà, peut-être que je trouverai une utilité en me servant de ce truc qui s'est construit par le biais de la course à pied et en m'en servant peut-être un peu autrement, à l'avenir, quoi. Excellent. Excellent. Quel serait le message de la fin, pour toi? Fort de tu vois, de ton expérience sur les 7 dernières années, ce que tu as réussi à faire, avec l'univers de l'ultra, ton approche très différente, tu vois, qui alors je sais pas si tu dirais que tu casses activement les codes, mais en tout cas où tu as cherché à pas forcément suivre, le dogme en place. Ce serait quoi que tu voudrais partager à quelqu'un qui se dit: «Bon allez, peut-être que je vais faire, tu vois, ma première course, ça va être le 14 kilomètres de l'équipe, l'année prochaine». Ouais, bah, écoute, non, mais en vrai, faut pas en rire, hein, tu vois? Bah non, mais Ouais, en fait, je te dis ça en riant parce que ça a été je voulais pas ouvrir une parenthèse dans ma question parce que c'est un peu ma spécialité, donc j'essaie d'arrêter de le faire maintenant. Mais ma première course, ça a été le 10 kilomètres. C'est un 10 ou un 14 d'ailleurs, je sais même plus. J'ai dit 14, mais je sais les ouais, je crois que c'est un 10, je crois que c'est un c'est 10. un 10, voilà. Ma toute première course a été 10 kilomètres de l'équipe, puis la Saint-Élion Mmh. et après semi-marathon, marathon, et après je suis passé sur le triathlon, Ironman, et cetera. Mais donc voilà, je dis ça en riant parce qu'en fait ça a été vraiment mon cas, tu vois? Ah mais moi, Première c'est course, cool. c'était, la course de l'équipe. Parce que, je dis que ma première course, c'était un semi parce que c'est la première course chronométrée, mais avant ma 1re course, c'était quelques semaines ou quelques ouais, c'est quelques semaines avant, c'était une color run de Ah 4 ouais. ou 5 kilomètres et c'était un défi pour moi, hein, c'était un vrai défi et donc en fait, ouais, tu vois, bon, il y a ce truc où les gens, on a l'impression que en fait, on est démagogue quand on dit ça, mais en fait, non, dans la réalité, putain, quand tu te lances dans ton premier 10 kilomètres, putain, tu te lances vraiment dans une vraie aventure et tu vas aller le chercher au bout de toi-même pour aller le chercher ce truc-là. Ça pourrait paraître bizarre parce que maintenant, moi, je cours 25 bornes par jour. Je me fous plus qu'un semi tous les jours et pourtant, je considère toujours que quelqu'un qui va se lancer sur un 10 bornes, c'est un réel défi parce que pour lui, à l'instant T, c'est Ouais. au-delà des limites qu'il pense avoir. Donc, est-ce qu'il y a un message? Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu le truc où, je pense que le goût, on l'a un peu fait passer dans notre discussion là tout le long, c'est que, grosso modo, c'est un peu ça fait très, c'est quoi? C'est va être le slogan de Nike, mais tu sais, c'est, «Nothing is impossible», quoi. C'est en fait, rien n'est impossible en soi tant que tu te l'es pas trop prouvé à toi-même que c'était impossible et la seule manière de se prouver qu'un truc est impossible, c'est de le tenter et c'est pas grave de se foirer, vaut mieux tenter, tenter, tenter. Parfois, on va se prouver qu'un truc qu'on pensait qui était impossible, c'est possible et on va en ressortir, énormément de fierté, d'être comment dire? D'être, satisfait, de s'être bougé les fesses de son canapé et d'avoir réussi quelque chose qui nous paraissait impossible. Mais quand on échoue aussi, il faut, c'est peut-être là-dessus sur lequel je vais insister, c'est, quand on échoue, il faut, certes essayer de comprendre l'échec, l'accepter. On peut, même la colère contre un échec, c'est quand même l'accepter et il faut surtout pas en fait se résigner,
Faut plutôt faire, Mmh. là, on est des experts maintenant. Enfin, en termes de résilience, maintenant, on est devenus des experts avec, ce qu'on a vécu dans les dernières années quand même. On a fait progresser la société là-dessus sur, sur la capacité de résilience et la capacité à ne pas abandonner quelque chose. Voilà, c'est plutôt là-dessus où lequel je veux insister, c'est que, quand on échoue, peut-être qu'il faut réessayer et quand on rééchoue, faut peut-être réessayer jusqu'à ce qu'on en ait réellement marre et que, on n'ait plus envie, mais tant qu'il y a encore l'envie de tenter ce truc-là au bout et se dire: «Bah, peut-être que c'est pas totalement impossible», il faut continuer à le tenter, parce qu'il y a que, il y a il y a il faut voilà, moi j'ai 30 piges, j'ai pas envie, d'arrêter ma vie à 30 piges et d'être enterré à 75 ans, quoi. Ouais. Et on a si peu de temps à pouvoir profiter du fait d'être vivant et c'est trop bien, putain, mon cerveau, il dit à ma main gauche de se lever et elle arrive à se lever. Mon cerveau, il dit, à mon corps de traverser l'île de la Réunion et il traverse l'île de la Réunion. Et genre, c'est tellement formidable, en fait, de pouvoir le faire que ne pas le faire et rester, sur son canapé à regarder Netflix, c'est quand même un peu dommage, quoi. C'est quand même un peu, voilà. L'esprit, c'est tenter l'impossible, tentons l'impossible, heu et pas forcément faire, différemment, chercher, une autre voie, chercher à faire différemment, mais voilà, tenter l'impossible, ça se fait aussi, en comment dire? Si quelqu'un vous dit qu'une chose est impossible, c'est peut-être parce que elle a pas encore trouvé la méthode et Ouais. donc ne pas se construire contre lui, comme lui, a pu se construire et a échoué, mais en se construisant sa propre méthode parfois, ou en tentant autrement, ah bah, putain merde ça marche comme ça, quoi. Donc donc voilà et surtout, dans cette construction de l'impossible, il y aura toujours de l'inattendu l'inattendu, c'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure, heu faut l'accepter et ça doit être quelque chose en fait qui va être amélioratif et l'inattendu, c'est toujours quelque chose en fait qui a du bon, même si c'est, un mauvais inattendu, un accident ou quoi, c'est toujours quelque chose qui a du bon au final parce que, ça nous fait sortir de notre ligne, de notre rail et il y a des inattendus qui sont formidables. Je sais pas, moi le meilleur exemple d'inattendu que j'ai en tête, c'est Lilian Thuram qui nous marque 2 buts, à la coupe du monde 98 en demi-finale. Le mec, il a jamais mis un but de sa life. Il a décidé que c'était ce jour-là qu'il marque un doublé et qu'il qualifie la France et ça c'était du bel inattendu. Mais donc bon, il peut y avoir des inattendus dramatiques, des décès, des maladies, des choses comme ça, où ça va être des combats différents. Et il peut y avoir après aussi des inattendus formidables. Et en fait, il y a que en faisant les choses, en avançant, voilà. Il y a que en faisant des choses qu'on peut avoir de l'inattendu qu'on se crée. Si on se bouge pas, il y a pas d'inattendu et on se fait chier. Ouais. Et effectivement, on crève à 30 ans et puis on est enterré 40 ans plus tard, quoi. Ouais. C'est un super message ça. Super. Bougez-vous! Ouais, c'est ça. Trop bien. Bah, écoute, franchement, merci, Alex. C'était juste génial d'échanger avec toi sur ton parcours, ce que tu as mis en place, ce que tu as découvert dans l'ultra. Puis moi, tu vois, je suis complètement, d'accord et à fond sur ce dernier message de conclusion, fait qu'il y a pas vraiment d'impossible et en tout cas, c'est impossible de ne pas tenter l'impossible, tu vois, je pense, Mmh pour vivre mh. pleinement. Donc super, super message. Un grand merci. Si les gens veulent te suivre, l'idéal, c'est quoi? C'est, Instagram, casquette verte, c'est ça? Ouais, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux, donc casquette verte sur n'importe quel réseau social. Je me suis pas encore mis à TikTok. Franchement, sincèrement, j'ai de la mal, j'ai du mal, Ouais, j'ai ouais. du mal, j'ai du mal. Je pense que je suis trop vieux. Je suis, T'es un boomer, ça y est. ah, mais je pense que je suis un boomer, quoi. Je sais pas comment on appelle les boomers de 30 ans, mais ouais, en dehors de ça, je suis présent un petit peu partout et je m'amuse beaucoup, moi, OK, sur les réseaux sociaux, donc heu, donc voilà, faut pas hésiter et faut pas hésiter, genre je ne mords pas et je laisse tous mes DM ouverts et je communique avec tout le monde. Donc faut pas hésiter si on veut communiquer avec moi, c'est avec plaisir que je prends du temps pour répondre. génial. Trop bien. Merci encore, Alex. Je te dis, bah, pourquoi pas à bientôt, peut-être pour le débrief, de ton tour, que tu auras fait en mode speedrun? Je suis très chaud, ça risque de pas être en 2023 parce que là, je me suis qualifié pour l'UTMB Bien et joué. le problème, c'est que l'UTMB, c'est quelques semaines avant le Tour.
Ouais, Non pas que je pense que ce soit impossible, parce que je suis certain que je pourrais enchaîner les 2, ça va être un peu galère au niveau des congés, de poser une ouais, semaine à ce moment-là, puis après de reposer 2 semaines pour aller, 2 fois à Chamonix, je pense que ça sera plutôt 2024, ça sera un peu après les JO, j'irai me faire, mon petit tort à moi, côté italien. trop bien. Excellent. Merci Alex, tout le meilleur pour la suite. C'est moi, et tout le meilleur pour ton podcast et pour, ce que tu fais, merci, parce que moi ça occupe pas mal de mes heures à courir, je les ai pas encore tous écoutés, j'en ai écouté quelques-uns parce que je t'ai découvert il y a pas très longtemps, et donc là, sache que tu vas accompagner pas mal de mes heures de course, dans cet hiver qui s'annonce long, trop long à mes yeux, mais tu vas bien occuper mon hiver, donc merci d'avance. Trop bien. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis bah tu me diras ce que t'en as pensé. Top. Allez, merci Alex. Salut. Ciao, ciao.